Retour à Nice pour le second reportage d'enquête de région. On s'est installé ici sur la promenade des Anglais, véritable autoroute urbaine aux heures de pointe. Parce que pendant plusieurs jours, on a pris la route avec vous, vous qui subissez quotidiennement les embouteillages monstres de la Côte d'Azur. Rien qu'à l'entrée de la ville, sur l'autoroute A8, ce sont près de 150 000 voitures qui circulent chaque matin et chaque soir. Alors forcément, au moindre accident, à la moindre route coupée, c'est l'asphyxie totale. Ici, on compte beaucoup sur l'arrivée de la ligne 2 du tramway pour désengorger le trafic. Vous êtes déjà nombreux à avoir choisi des solutions alternatives, le vélo, la trottinette. Côte d'Azur, le grand embouteillage, c'est un reportage d'Olivier Orsini et de Frédéric Tissot. Si on part après 7h15, 7h30, on sait déjà qu'on a pour facilement 1 heure de trajet. Et là, on a pris un peu de retard. Il est quelle heure? Il est 8h, donc on va voir. Gaëtan arrivera-t-il à l'heure au travail? Après le travail, Valérie arrivera-t-elle à l'heure pour récupérer son fils? Monaco, 17h20, ça va être très compliqué ce soir, je pense, sur la route, mais malheureusement, c'est le quotidien. Vous allez où? À la Colle-sur-Loup. Valérie, Gaëtan et tant d'autres. Chaque jour, des milliers d'Azuréens vivent dans l'angoisse d'être coincés dans un embouteillage. C'est tout le temps comme ça, tous les soirs, donc on n'en peut plus. Ce matin, j'ai mis 1h30 pour aller travailler, et puis là, je remets 1 heure, quoi, donc ouais, c'est super fatigant. Ouais. C'est la galère matin et soir. C'est énormément bouché, tous les accès sont complètement saturés. 150 000 véhicules jour sur l'autoroute aux abords de Nice. Après le périphérique parisien, c'est le tronçon le plus fréquenté de France. L'A8 fermée, c'est la paralysie, c'est la thrombose. Donc on a cette préoccupation permanente de faire en sorte que la circulation puisse fonctionner. La Côte d'Azur à l'arrêt, c'est une menace pour le tourisme, le développement économique, la santé. L'inquiétude grandit chez les élus. La voiture est quelque chose qui a encore sa parfaite utilité, mais qui en revanche ne peut pas être le moyen exclusif de déplacement. En tout cas, nous ne le souhaitons pas. Certains ont déjà fait le choix d'abandonner la voiture. C'est une économie de temps, surtout, essentiellement. Et du coup, ouais, il paraît que c'est de l'argent. D'autres cherchent des solutions et travaillent sur les mobilités de demain. Mais il y a urgence. Quels aménagements, quelles alternatives sont envisagées pour mettre fin à l'asphyxie, pour sortir enfin du grand embouteillage? Gaëtan habite sur les hauteurs d'Antibes. Il travaille à Nice dans un cabinet de syndic de copropriété. Valérie habite la Colle-sur-Loup. Elle travaille dans une banque à Monaco. 2 trajets domicile-travail. Temps idéal, sans bouchon pour chacun, environ 40 minutes. Et un seul axe conseillé par tous les sites de navigation, l'autoroute A8. L'autoroute A8, la colonne vertébrale des déplacements dans les Alpes-Maritimes. Mais encore, faut-il pouvoir l'atteindre? Donc là, on arrive sur la voie rapide qui va nous permettre de rejoindre l'autoroute et c'est là où ça commence sérieusement à boucher. Mais généralement, on n'est pas bouché aussi près là. Donc là, c'est assez impressionnant. À cette heure-ci, on sait qu'on en a pour une demi-heure pour traverser cette voie rapide. Gaëtan doit arriver au travail avant 9h. L'autoroute A8, alors là c'est le pompon puisqu'on a en plus des bouchons 9 km quand même. Valérie, elle, doit récupérer son fils. Une réunion l'a retardée. Elle sait déjà qu'elle sera en retard. Voilà, 17h20, passé, on part, hein, direction la Colle, le cauchemar de tous les soirs. Est-ce que ça va rouler ou pas? L'angoisse, c'est que les enfants attendent ou de devoir trouver une combine pour que quelqu'un ait recherché l'enfant, soit à la piscine, soit au tennis, soit au basket. C'est totalement irrationnel et c'est un vrai stress. C'est-à-dire que vous partez du travail, vous ne savez même pas si vous allez rentrer en 1 heure ou en 2 heures, 2 heures et demie. Raphaël Vallée. À nouveau, une météo très défavorable dans la région sud et de la pluie. Avec ce jour-là, il pleut, s'ajoute alors le stress de l'accident. À nouveau, ont été enregistrés dans le sud de la France et surtout sur les bords de la Méditerranée. Pour Escota, qui gère l'autoroute, c'est un jour à risque. Toutes les équipes sont mobilisées, attentives au moindre incident. Ici ou là, sur les écrans, des voitures en panne, rien de grave. Quand soudain, cette scène incroyable, une Ferrari se retrouve à contresens sur l'autoroute. Voilà, donc là on est dans l'attente du patrouilleur. Donc il y a le patrouilleur et le dépanneur qui ont été demandés, qui se rendent sur les lieux.
Radio Vinci. Le bolide a fait un aquaplaning, il est à 2 doigts de se faire percuter. L'alerte est immédiatement donnée sur les ondes. L'infotrafic Radio Vinci Autoroute, juste avant les infos pour vous rappeler qu'une voiture est accidentée. Il faut réduire considérablement votre vitesse à préférer juste direction Marseille. En 10 minutes, les patrouilleurs arrivent sur place, la zone est sécurisée. L'accident s'est produit dans le Var, loin des centres urbains. Il n'a entraîné aucun bouchon, mais ce n'est pas toujours le cas. 80% du temps, c'est je dirais, une circulation, on va dire, chargée. Mais on va dire correct. Et après, effectivement, dès qu'il y a, on va dire, un événement, que ce soit donc un véhicule en panne, que ce soit donc un accident, un objet sur la chaussée, ça commence à générer des congestions. Et puis, il y a aussi des bouchons de curiosité. Ça se produit avec parfois même des bouchons de curiosité qui sont plus importants que les bouchons liés à l'accident. La fluidité du trafic ne tient qu'à un fil. Le moindre événement est donc traité le plus rapidement possible, tout comme sa communication. Sur la route, la radio ou les réseaux sociaux. Le fil Twitter de l'A8 est suivi par plus de 10 000 personnes. Les règles de conduite sont sans cesse rappelées. Il faut vraiment avoir à l'esprit. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est d'abord respecter les vitesses de circulation, respecter les distances de sécurité. Ce matin, c'était particulier parce que les conditions météo étaient particulièrement mauvaises sur le Var et sur les Alpes-Maritimes. Donc on a eu jusqu'à 20 accidents. Donc notre rôle, c'est bien sûr d'alerter les auditeurs, de les mettre en garde, de leur dire aussi combien de temps ils vont passer dans les bouchons, qui sont la conséquence des accidents. Mais c'est aussi de les accompagner pour que, malgré tout, ils passent un bon moment avec nous. Bon voyage et bel après-midi. On a la montagne, on a la mer, c'est une zone très urbaine. Donc l'autoroute s'inscrit dans ce territoire extrêmement contraint. C'est une succession de 17 tunnels et 18 viaducs. C'est un ouvrage complètement hors norme. Et donc cette combinaison de tous ces facteurs fait que l'autoroute A8, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, remarquable dans le paysage français autoroutier. Aux heures de pointe, on peut perdre effectivement, pour faire un Nice-Sofia, on peut perdre 10 minutes, peut-être un quart d'heure, pour faire Nice-Sofia Antipolis par rapport à la fluidité. Ce qui pose extrêmement problème, et qui est très traumatisant, c'est quand il y a un accident. Là, la pénalité, elle n'est pas d'un quart d'heure. Elle peut être d'1 heure, 1 heure et demie, voire même plus. On a eu des cas, effectivement, où lorsqu'un poids lourd est couché, oui, là, ça bloque tout. On retrouve Gaëtan et Valérie sur leur trajet. Ils sont encore loin de leur destination. On arrive à l'autoroute, 30 minutes. Vous voyez, il est 8h31. On arrive enfin sur l'autoroute. Et là, c'est à la surprise du chef. On ne sait pas encore pour combien de temps on aura pour traverser l'autoroute. À chacun son péage, à chacun son stress. Voilà, hop. Qu'est-ce que vous avez marqué ? J'ai demandé à mon mari s'il pouvait aller chercher le petit à la piscine, étant donné que je ne serai pas à 18h à la piscine, encore une fois. L'autoroute n'est pas le seul axe susceptible d'être saturé. Loin de là, il y a pire. Parmi les principaux points noirs des Alpes-Maritimes, Sofia Antipolis. Chaque jour, 30 000 véhicules entrent et sortent de la première technopole d'Europe. Chaque jour, d'immenses bouchons. Soucieux de l'attractivité de leur territoire, les chefs d'entreprise se battent pour relever le défi de la mobilité. Salut Gary. Début des années 70, il y a eu peu de place réservée au transport en commun pour l'accessibilité des établissements de Sofia. On pensait plus à faire des parkings un petit peu partout et à faire des routes. On est aujourd'hui à plus de 37 000 emplois et dans une dynamique en termes de mobilité qui a totalement changé. Ça a beaucoup progressé aussi, le télétravail, depuis l'année dernière, dis donc. Oui, il y a eu beaucoup d'expérimentations dans les entreprises. Ouais. Et c'est un mode de déplacement qui n'est plus un déplacement, mais qui est très utilisé maintenant. Télétravail, covoiturage, toutes les solutions sont bonnes pour faire la chasse à l'autosolisme. Il y a aussi les transports en commun, mais aujourd'hui il se résume à ça, des bus englués dans la circulation, des bus bien souvent pleins à craquer. Tous les soirs c'est comme ça et tous les matins aussi. Surtout le matin, c'est plus difficile, le soir c'est un peu plus étalé, mais le matin c'est très difficile. La ligne 230 est la ligne express qui relie Sofia à Nice. Il faut attendre 2 ou 3 bus minimum souvent pour arriver à trouver un bus qui n'est pas plein. Ce jour-là, ce sera 3 bus, soit près
de 40 minutes d'attente. Alors, quelle solution pour sortir de l'enfer des bouchons et maintenir la compétitivité de la technopole? La communauté d'agglomération a opté pour le bus tram. 5 km en site propre, 11 stations, un bus toutes les 6 minutes aux heures de pointe. Ce pont qui enjambe la Valmasque doit permettre un énorme gain de temps. Il relie quand même deux endroits très symboliques, les Trois Moulins qui sont l'entrée de Sophia Antipolis, et puis de l'autre côté, à Saint-Philippe, Sophiatech, qui est l'université de Sophia Antipolis. Aujourd'hui, pour aller d'un point à un autre, on va mettre 20 minutes, et demain, en passant par le bus ici, on va mettre 4 minutes. Il faut se souvenir d'un chiffre qui est simple, c'est que si on baissait le trafic de 10%, eh bien, on aurait une fluidité parfaite. Et donc, vous voyez qu'avec les modes doux, avec le télétravail, avec le logement sur place, on peut arriver à 5 ans à des objectifs qui vont faire qu'on ne va pas créer 2 fois plus de routes qui vont à Sophia, mais on va créer des modes différents et au cœur de l'innovation de Sophia Antipolis. À Sophia Antipolis, une révolution a déjà commencé. C'est celle du vélo à assistance électrique. Alors ce rond-point tous les matins, c'est la même chose, très embouteillé, énormément de voitures, on voit que les gens sont tout seuls dans leur voiture, alors il faut se faufiler. C'est vraiment pas aménagé pour le vélo ici, c'est un aménagement pour la voiture où les autres modes de transport ont été complètement oubliés. Il faut faire attention à gauche, à droite. Passé les bouchons, l'utilité du vélo électrique prend tout son sens. Pour gravir les côtes sans effort ou pour doubler les voitures. En fait, on va très très vite. Alors, on n'a pas une vitesse de pointe aussi élevée qu'en voiture, mais la vitesse moyenne est de 24 km/h. Il n'y a pas beaucoup de modes de transport pour aller à Sophia Antipolis qui peuvent garantir une vitesse moyenne aussi élevée. Pour rejoindre Sophia, au départ de la gare d'Antibes, l'association Choisir le vélo s'est amusée à réaliser plusieurs comparatifs. Le vélo électrique est arrivé largement en tête. 25 minutes contre 37 pour le bus, 40 minutes pour la voiture. Fort de cette légitimité de numéro 1, l'association se bat pour davantage de pistes cyclables. Elle a déjà obtenu une maison du vélo au cœur de Sophia, atelier de réparation près de matériel, tout est fait pour attirer les automobilistes. On a un peu plus d'aménagement sécurisé, on a plus de personnes qui souhaitent se déplacer. Moi, sur mon itinéraire, il y a 2-3 ans, quand je voyais un vélo sur mon itinéraire, j'étais content. Là, depuis la rentrée, j'en vois 7-8 sur le même itinéraire, aux mêmes horaires. Donc il y a clairement plus d'usagers qui viennent, qui sont motivés principalement pour éviter l'embouteillage. Mais pour les longs trajets, difficile d'enfourcher une bicyclette. Gaëtan et Valérie sont maintenant sur la 8 et dans les voitures, ça commence à râler. Cagnes-sur-Mer, c'est là que ça commence à boucher. Je vois l'heure qui tourne, il est bientôt 9h moins 20, je dois être dans 20 minutes à mon bureau, je sais déjà que je vais arriver en retard. Ça râle et ça réfléchit. Développer peut-être des zones de covoiturage, bateau-bus. Je ne comprends pas que personne n'ait pensé au bateau-bus. Je pense que via la mer, ça serait un peu plus rapide de faire Cagnes-sur-Mer-Monaco. La meilleure solution anti-bouchon, c'est bien sûr les transports en commun et déjà sur terre. Le train, bien sûr, mais aussi le tramway. Avec lui, de nouveaux plans de circulation voient le jour. À Nice, la ligne 1 a décongestionné le centre-ville. La ligne 2 devrait faire disparaître de la promenade des Anglais, chaque jour, pas moins de 20 000 véhicules. On pense qu'il va y avoir un report par le jeu des parcs relais, par le jeu de la ligne de tram, de sa fréquence, de la desserte de l'aéroport qui permettront de faire ça. En matière de bus, on va supprimer quasiment 900 rotations de bus sur une journée. Donc on va supprimer ces bus qui ne seront plus utiles. On se rend compte aujourd'hui que la circulation automobile, selon les types de véhicules, peut également détériorer notre santé, la santé des plus fragiles, des enfants, des personnes âgées. Donc nous avons collectivement à nous occuper de ça. Stop donc au règne de la voiture, qui n'est plus prioritaire. 25 000 véhicules ont déjà disparu de l'avenue Jean Médecin. Après le centre-ville, l'objectif de la ligne 2 est de fluidifier l'axe Est-Ouest le long du littoral. L'axe Est-Ouest, c'est aussi celui de la célèbre voie rapide, bien connue pour la densité de son trafic.
C'est l'axe le plus fréquenté de la métropole, puisque nous avons 80 000 véhicules par jour. Le seul axe qui la dépasse, c'est l'autoroute A8 à Saint-Laurent-du-Var, qui est à 150 000 véhicules par jour. Nous travaillons sur un projet de raccordement à l'autoroute A8 par un mini-tunnel. Et nous avons également un projet, une nouvelle traversée du Var pour la 6202 bis pour se raccorder directement à la 8 en direction de Cannes. Relier la voie rapide à l'autoroute, un projet maintes fois annoncé, toujours reporté compte tenu de son coût. Mais comment décide-t-on de la construction d'une nouvelle infrastructure routière ? On s'aperçoit que ce giratoire est très petit. Ici, on a reproduit le secteur qui relie l'Est-Var au Pays Grassois. Il dépend de la compétence du département. Aux heures de pointe, les bouchons sont importants. Tout commence par un comptage sur le terrain. Les données sont informatisées. Ne reste plus qu'à tester les différentes options. Un simple sens interdit peut tout changer. On va interdire un mouvement qui était très pénalisant, qui est le mouvement qui est utilisé depuis la sortie de la pénétrante pour aller vers Péménade. On va interdire le mouvement de tourne à gauche, ce qui va nous permettre aussi de mettre 2 voies descendantes quand on vient de Grasse. Petit problème, pour ces travaux, le département doit acquérir 45 mètres carrés de terrain, 45 mètres carrés qui retardent tout le projet. C'est difficile de faire des nouvelles infrastructures en termes de contraintes, alors que ce soit les contraintes foncières, les contraintes environnementales, l'acceptabilité aussi de certains projets. On a une frange de la population qui n'accepte plus de voir passer sous ses fenêtres des nouveaux axes. Il y a plus de 90% du trafic qui se passe sur la frange littorale, donc c'est énorme sur un territoire très très contraint. Contraint aussi par les aléas climatiques. 5 à 10 fois par an, la route du bord de mer est coupée, entraînant d'immenses bouchons sur l'ancienne Nationale 7. Dans le secteur de Villeneuve-Loubet, elle n'a pas besoin de coups de mer pour être saturée. Elle l'est quasiment constamment. La solution ? L'installation de feux intelligents. Ce carrefour en est déjà équipé. Il faut maintenant les généraliser. Quelqu'un qui va utiliser le bouton pressoir va pouvoir traverser. Le feu dure 12 secondes, il faut attendre un peu. Et ça va fonctionner de l'autre côté. Je porte la responsabilité de protéger mes quartiers archi-pollués, embouteillés du matin au soir, en le déportant sur la 7, mais en améliorant aussi les choses sur la 7. Mais il faut que les gens soient un peu patients. Tout ne se fait pas d'un claquement de doigts. Patienter ou changer de comportement. Jérôme est kiné et sa trottinette n'est jamais loin. Est-ce que je vous fais mal là? Non. On a acheté une trottinette électrique qu'on partage en fait. On s'en sert à tour de rôle vu qu'on est systématiquement décalé. Pendant qu'il y en a qui font des domiciles, les autres sont au cabinet. Donc en fait, celui qui part en domicile, il part avec la trottinette. C'est une économie, c'est une économie de temps surtout essentiellement. Et du coup, ouais, il paraît que c'est de l'argent. Nouveaux comportements, nouveaux aménagements. À l'université de Nice, on planche sur la ville de demain. La plaine du Var, en pleine mutation, est un bon sujet d'étude. Au sein d'une structure urbaine plus globale. Créer des nouveaux quartiers, même denses, sans connexion avec les transports en commun, c'était une erreur. Donc la plaine du Var aujourd'hui, qu'on développe en même temps qu'on y arrive avec la ligne 3 du tramway, c'est déjà quelque chose de très appréciable. Si vous n'avez pas des belles places, des beaux trottoirs, des beaux jardins, la marche devient moins intéressante en ville. Le tramway à Nice, le bus en site propre à Cannes, qui comme Antibes a opté pour ce modèle de transport en commun. Là où il passe, le paysage urbain est transformé. À terme, il reliera le Canet à Mandelieu. Déjà, les chiffres de fréquentation sont encourageants. Avec les nouveaux bus qui ont 5 caméras, avec le bus en site propre, on est à plus 20% en un an de fréquentation. On doit créer des infrastructures, on doit essayer d'anticiper en matière d'urbanisation, d'infrastructures, de flux, mais on doit aussi veiller à ce que chacun soit libre. Si quelqu'un a envie de prendre le bus, de prendre sa voiture, de prendre un vélo, d'aller se balader à pied, il doit pouvoir le faire. Et voilà. Pour Gaëtan, c'est la voiture et c'est maintenant l'épreuve de la voie rapide. Pour facilement
20 à 30 minutes. À l'arrêt, il nous présente sa création, un groupe Facebook. On communique toutes les informations, on se les échange, donc avec des images, les pétitions. Ça fait partie des nouveaux comportements. De son côté, mauvaise nouvelle pour Valérie. Son mari est bloqué dans les bouchons. Il ne peut pas aller chercher leur fils. Valérie doit vite trouver une autre solution. Oui, c'est pas grave. Écoute, je vais essayer d'appeler la maman de Baptiste, voir si elle peut... Enfin, je pense que de toute façon... Valérie et Gaëtan, qui habitent sur les collines et donc loin des gares, ne peuvent pas prendre le TER, le transport en commun le plus efficace. Même si rançon du succès, les rames sont souvent archibondées, notamment sur le tronçon Nice-Monaco, le plus fréquenté de France après Paris. L'asphyxie dans les gares, sur la route, alors quel avenir? Comment sortir du grand embouteillage? Dans cette école d'ingénieurs, on réfléchit aux solutions de demain et justement de l'accès à Monaco. Une nouvelle bretelle de sortie sur l'A8 va être construite à Beau-Soleil. Un projet vieux de 20 ans. Mais est-ce la solution idéale? Cette infrastructure fait toujours débat. Il y a un paradoxe. Plus on construit de routes, plus il y a d'embouteillages. Cela dépend de l'endroit où vous les construisez et où se trouve leur accès. Je pense que construire une route ici, ce ne serait pas une bonne solution, car il y a des montagnes et cela coûterait très cher de construire une nouvelle route. Et ce ne serait pas une route rapide pour rejoindre la ville. Une chose à faire serait de mettre en place des aires de parking relais. Vous construisez des parkings tout autour, les gens viennent se garer, mais il faut de bons transports en commun pour les emmener jusqu'en principauté. Dans une autre partie de l'école, on travaille sur la voiture de demain. Une voiture qui sera bien sûr intelligente grâce à une connexion très haut débit, toujours disponible, si besoin fournie par des drones suiveurs qui serviront de relais pour transmettre en temps réel toutes les données. On récolte ces données, échangées par les voitures entre elles, mais aussi entre la voiture et l'infrastructure, et on essaye de tirer le plus possible de sens grâce à la 5G et au fait que la 5G est capable d'assurer une communication avec une latence très faible. Donc on est capable de récupérer les données avec très peu de latence, très peu de temps d'attente. Ce qui fait qu'on peut générer des commandes de conduite, ça c'est le cas extrême. On peut réguler la vitesse, mais demain on pourra générer des commandes de conduite en temps réel. La voiture de demain pourrait donc à elle toute seule assurer la fluidité du trafic. Chaque véhicule adaptera sa vitesse en fonction des autres pour qu'il n'y ait pas de bouchons. La voiture de demain fera aussi appel à l'intelligence artificielle. Déjà, sur l'A8, on utilise des caméras capables de détecter des places libres de stationnement ou encore lire les plaques pour passer plus vite les péages. La voiture de demain sera bien sûr autonome, sans conducteur. Un bouton sur mon application ou mon téléphone et j'ai un véhicule qui peut me transporter là où je veux. C'est ça la perspective du véhicule autonome. Dans un contexte où c'est un véhicule électrique, avec une émission zéro de polluants. Donc ça, cette perspective d'un transport à la demande fluide, très performant et en plus respectueux de l'environnement, c'est une belle perspective. Une perspective beaucoup moins futuriste, c'est le bus en site propre sur l'autoroute, avec même des arrêts dédiés. Une ligne existe déjà en région parisienne, une autre devrait voir le jour sur l'A8. L'État a donné son accord. Le préfet le soutient fortement et bien entendu l'ensemble des acteurs du département parce que c'est la solution. Ça veut dire que vous avez des transports en commun en lieu et place des voitures pour assurer le déplacement entre Sofia et la métropole niçoise, ce qui est fondamental. Le bus sur l'autoroute peut être le futur moyen de transport de Valérie et Gaëtan. Nos deux autosolis sont arrivés à destination. C'est l'heure du bilan. Je suis arrivée potentiellement bien ce soir. Il n'y avait pas trop de bouchons. 1 heure pour rouler le soir à cette heure-ci, c'est un miracle pratiquement. Gaëtan a moins le sourire. Ce fut pour lui une matinée très compliquée. Ça y est, après 1h30 de circulation, on arrive enfin après embouteillage et problème de circulation. Donc ça me fait à peu près une demi-heure de retard sur le temps de travail. Donc j'y vais vite avant de me faire engueuler. Demain, Gaëtan et Valérie reprendront la route avec ce stress, toujours le même, de ne pas être à l'heure, le stress du grand embouteillage de la Côte d'Azur.